Bonjour Laurent Fabius, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation, ancien Premier ministre, ancien président du Conseil constitutionnel. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, bonjour Monsieur Fabius. Bonjour. Et Laurent Fabius, il y a 10 ans, 196 pays étaient donc réunis à Paris pour la COP21. À l'issue était signé l'accord de Paris sur le climat, premier traité international pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous étiez alors ministre des Affaires étrangères, vous meniez ces négociations. Quel souvenir vous gardez de cette journée que vous avez qualifiée d'historique? L'accord de Paris, c'est le plus grand accord diplomatique depuis 20 ans à l'initiative de la France. Et c'est le pilier fondamental de l'action contre le réchauffement climatique. Donc c'est quelque chose d'absolument massif. Le souvenir, bon, il y a beaucoup de souvenirs, mais c'est l'émotion surtout. Et d'ailleurs, ça s'est vu de temps en temps, la télévision repasse le moment où je tape avec mon petit marteau. Avec votre marteau. Je ne suis pas connu pour être un immense expansif, mais là, j'étais extrêmement ému, parce qu'on avait travaillé jour et nuit énormément. Et ce qui me frappe quand on revoit ces images, c'est pas seulement mon émotion, c'est l'émotion des ministres qui étaient dans la salle. Bon, les ministres, j'emploierais une formule assez triviale, c'est pas des poulets de l'année. Bon, et donc il y avait là le monde entier, et ils sautaient de joie, ils s'embrassaient. Je me rappelle mon collègue chinois, le ministre Xie, qui embrassait toute la rangée. Pourquoi ? Un, parce qu'ils se rendaient compte que c'était historique. Ça faisait des années qu'on essayait de lutter contre le dérèglement climatique, on n'y arrivait pas, donc c'était le premier accord. Et deux, parce que ils avaient, eux, beaucoup travaillé. Jusqu'à présent, c'était impossible. Tout d'un coup, il y avait une fenêtre qui s'ouvrait. Il y avait un esprit, il y a un esprit qui est né de cet accord de Paris. 10 ans après, qu'est-ce qui reste de cet esprit ? Alors, souvent on me demande, dans des conférences à l'étranger, parfois en France, pourquoi le succès ? Bon, je laisse de côté, même si je la salue, le brio de la diplomatie française, mais je pense qu'il y a 3 raisons qui, à l'époque, ont expliqué ce succès. D'abord, la science. Les scientifiques ont fait un travail remarquable, le GIEC, etc. Et donc, on s'appuyait sur des résultats qui n'étaient pas contestés à l'époque. Bon. Deuxièmement, la société, dans son ensemble, comprenait qu'il fallait agir. Et puis, surtout, c'est la réponse à votre question, les États, à l'époque, c'était le multilatéralisme. Donc, on avait réussi à avoir un accord entre les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Europe, etc. Bon, aujourd'hui, si vous regardez, le climat n'est pas du tout le même. Bon, qu'est-ce que ça a donné ? 2 choses, et c'est difficile d'expliquer ces 2 choses à la fois, mais elles coexistent. Un bilan formidablement positif. Alors, je ne vais pas accumuler les chiffres, mais à l'époque, les scientifiques nous disaient la pente jusqu'à la fin du siècle, ça va être au minimum plus 4 degrés. Bon, aujourd'hui, les mêmes scientifiques disent, grâce à l'accord de Paris, la pente sera 2,5 degrés. Bon. Entre 4 degrés et 2,5 degrés, il y a une différence énorme en termes de millions de vies épargnées, etc. Bon, mais 2,5 degrés, c'est trop, parce qu'à l'époque, on avait dit il ne faut pas aller au-delà de 1,5 degré. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire des efforts, des actions nouvelles, à un moment où les 3 éléments que j'ai cités n'existent plus de la même façon. La science est contestée, en particulier par le président américain et par d'autres. Dans la société, vous avez toute une série de forces politiques qui désormais sont en arrière de la main. Et puis, disons que le secteur pétrolier n'est pas absolument enthousiaste par rapport à ça. Bon. Et puis, surtout, il n'y a plus de multilatéralisme, il est attaqué. Donc, très difficile. Alors, les États-Unis sont sortis avec le délicieux président Trump, ce qui fait que le paradoxe, c'est qu'au moment où il faudrait agir davantage, les circonstances sont beaucoup plus compliquées. Vous le dites, M. Fabius, la température mondiale, elle devrait moins augmenter que prévu, mais cependant, cette année, en 2024, elle a franchi pour la première fois mondialement l'augmentation, le seuil de plus 1,5 degré. Ce qui veut dire qu'on est quand même sur une pente qui est très dangereuse. Est-ce qu'on est encore en capacité de répondre aux objectifs d'ici la fin du siècle ? Alors, c'est toute la question. On
on franchira vraiment les 1,5 degré en 2030. Bon, mais c'est trop, parce que concrètement, ça veut dire des incendies, des submersions, des famines, des migrations, etc. Donc les conséquences, ce sont les conditions de vie de l'humanité qui sont en jeu. Et donc, il faut aller plus loin. Bon. Comment ? Mais c'est encore possible, ouais. Plus loin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 4 choses. Premièrement, limiter les émissions de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, c'est-à-dire essentiellement le CO2 et le méthane. Bon, ça veut dire donc changer notre mix énergétique, peut-être j'y reviendrai. Deuxièmement, ça veut dire préserver nos forêts et nos océans, parce que ce sont eux qui absorbent une partie du CO2. Troisièmement, ça c'est nouveau, il va falloir extraire de l'atmosphère des gaz à effet de serre qui s'y trouvent. Ça coûte cher, c'est compliqué techniquement. Et quatrièmement, évidemment, il faut du financement pour tout ça. Et il faut l'accord international. Donc, compte tenu de l'attitude de la Russie, de l'Arabie Saoudite, du président américain, etc., c'est très compliqué. C'est-à-dire que des États comme nous, la France, doivent pousser, que l'Europe doit pousser, la Chine, il faut trouver un accord avec elle pour qu'elle continue à pousser, l'Inde, etc. Donc, c'est très difficile, pour répondre à votre question. Il y a des moyens techniques, mais ça demande des moyens financiers et un soutien politique extrêmement fort. Mais il est encore là, ce soutien politique, il est encore possible aujourd'hui ? Il est moins puissant qu'il y a quelques années, mais si vous voulez, je vais prendre une comparaison et ça va probablement vous frapper. La Covid. Bon, en quelques mois, on a trouvé des centaines et des centaines de milliards d'euros pour lutter contre la Covid. On a trouvé un vaccin. Bon, là, le réchauffement climatique, à terme, si on ne lutte pas contre ça, ça va avoir des conséquences beaucoup, beaucoup plus graves que la Covid. Mais justement, comment vous on n'arrive pas à trouver ces centaines et centaines de milliards. C'est quoi l'explication pour vous ? L'explication, j'espère ne pas vous choquer en disant ça, c'est que, bon, la Covid, pourquoi est-ce que tout le monde a été mobilisé ? Parce qu'il y avait la mort qui était là, devant. Hein, les gens se disaient, si on n'agit pas, si on ne sort pas... Le changement climatique, ça provoque des millions de morts. Oui, mais à terme est diffusé. Quand vous voyez les glaciers qui, en Norvège, fondent, vous dites oui, enfin beaucoup de gens disent oui, mais c'est loin, etc. Alors que, je le répète, les conséquences pratiques sont énormes. Tout à l'heure, je disais, on est passé de 4 degrés à 2,5 degrés. La différence, c'est 60 jours de canicule en moins, ou en plus ou en moins. Canicule, c'est quand il y a plus de 35 degrés. Je ne sais pas si vous avez essayé de travailler quand il fait 40 degrés, 45 degrés, 50 degrés. Bon. Mais donc, les responsables politiques ont une responsabilité énorme, les entreprises aussi, etc. Il faut bien faire comprendre que même si les conséquences sont moins évidentes à court terme que la Covid, c'est quand même la question des conditions de vie de l'humanité. Mais est-ce que c'est pas dur à faire admettre dans le débat public ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est pas dur à faire passer ? Et est-ce qu'après les gilets jaunes, il peut encore y avoir des gouvernements qui prennent en main cette question de Prenons cet exemple des gilets jaunes. C'est un très bon exemple et merci de l'avoir pris. Bon, l'idée du gouvernement de l'époque n'était pas une idée stupide, consistant à dire, si on veut diminuer les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation de la voiture, il faut augmenter le coût. Mais, comme il n'y a eu aucun accompagnement social, tous les centaines de milliers de gens qui sont obligés de se servir de leur voiture, même s'ils sont écologistes, ils ont dit « vous êtes très gentils, mais moi, bon ». Et donc, l'une des leçons qu'on doit tirer de ce qui s'est passé depuis 10 ans, je suis bien placé comme le président de cette COP pour le dire, c'est qu'il n'y a pas d'action efficace s'il n'y a pas d'accompagnement social. C'est vrai pour un pays, mais c'est vrai aussi au niveau du monde. C'est-à-dire que nous, et l'Europe, nous sommes des pays relativement riches malgré tous nos problèmes. Mais l'Afrique, l'Afrique, il y a 10 ans, lorsque j'allais les voir, les présidents africains, ils me disaient « Monsieur Fabius, on va vous aider, mais il va falloir nous donner des technologies et des financements. » Aujourd'hui, si je revais les voir, ils me disent « Ah ben, on n'a pas vu ça, et donc on a un peu de pétrole, on a un peu de gaz, on va l'utiliser. » Donc vous voyez le problème. J'ajoute un élément. Je m'étonne que les responsables dans le monde, notamment en Europe, n'insistent pas davantage là-dessus. Il y a un élément nouveau qui est intervenu. C'est la guerre russe contre les Ukrainiens. On a compris, enfin j'espère qu'on a compris, que si on continue
à importer du gaz des États-Unis, de la Russie, ou demain des États-Unis, ou du pétrole, c'est notre indépendance qui est en jeu. Si on veut être indépendant et si on veut garantir notre sécurité, il faut avoir un mix énergétique différent, c'est-à-dire utiliser les énergies nouvelles, utiliser le nucléaire. Parce que si on dépend du gaz ou dépend du pétrole, on n'a pas vraiment de sécurité. Et donc, à tous les arguments qui existaient déjà il y a 10 ans pour agir, s'ajoute la nécessité d'assurer notre sécurité et notre indépendance, ce qui passe par un changement énergétique. Je ne sais pas si je suis clair, mais, si, mais c'est extrêmement fort. De quelle manière il faut revoir notre mix énergétique pour vous? Ça veut dire qu'au lieu... le conflit ukrainien a commencé en 2022. Et c'est seulement à la fin 2027 que l'Europe va arrêter d'acheter du gaz aux Russes. Bon, si on veut ne pas dépendre du gaz ou du pétrole, que ce soit le gaz russe, le gaz américain, etc., il faut que nos sources d'énergie soient différentes. C'est-à-dire l'hydroélectrique, c'est-à-dire l'éolien, c'est-à-dire évidemment aussi, bien sûr, le nucléaire. Sinon, nous dépendons des autres. J'avais juste encore une question sur ce sujet-là. Vous avez œuvré pour que l'accord conclu en 2015 fasse reconnaître la responsabilité humaine dans le changement climatique. Mardi, il y a une nouvelle, vous avez peut-être suivi, que l'Agence américaine de l'environnement avait effacé toute mention justement de cette responsabilité humaine sur son site officiel, donc reniant de facto la responsabilité humaine et notamment les combustibles fossiles et le réchauffement. Qu'est-ce que ça dit de notre monde ? Est-ce que vous n'avez pas une inquiétude face à ce révisionnisme ambiant et particulièrement américain ? L'attitude du président américain a des conséquences extrêmement lourdes, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, compte tenu de la puissance américaine. Donc cette inquiétude à laquelle vous faites allusion, je la partage complètement. Simplement, je mets en regard une décision qui jusqu'à présent est passée inaperçue et qui est absolument capitale, de la Cour internationale de justice cet été, au mois de juillet. La Cour internationale de justice, qui est la plus grande cour dans le monde, a été saisie de la valeur juridique de l'accord de Paris. Et elle a dit à l'unanimité que les termes de l'accord de Paris n'étaient pas simplement une obligation morale, c'était une obligation légale. Donc tous les États du monde sont censés respecter. Oui. C'est tout le problème, c'est quelle est la capacité de la Cour internationale pour imposer ces décisions. Vous avez tout à fait raison, mais ça veut dire que désormais, on peut poursuivre un État en modification, en réparation, s'il ne respecte pas les termes précis de l'accord de Paris. Et je suis d'accord avec vous, ayant été président de la juridiction suprême en France, je sais bien les limites aussi de l'application des décisions de justice. Mais ceci pour dire que ces personnes, qui sont des gens objectifs, ont donné les instruments juridiques. Alors, c'est vrai que c'est pas parce que le président américain, lui, prend une position qui est contraire à tout ce que nous disent les scientifiques du monde entier, qu'on peut dire au président américain, eh ben, on va vous mettre en prison. C'est pas comme ça que ça marche. Bon. Mais c'est là où interviennent les peuples, c'est là où interviennent les entreprises, c'est là où interviennent les collectivités locales. Là, on est au Sénat. Les collectivités locales, régions, départements, communes, agissent maintenant beaucoup en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique. Et ça, c'est quand même plein d'espoir, vraiment plein d'espoir. Est-ce que le fait que le budget de l'écologie soit en baisse, que le budget du Fonds vert soit en baisse, ça vous inquiète ? En France, vous voulez dire ? Oui, en France. Bon, j'évite de parler de la situation française parce que j'ai quitté la politique et j'ai dit l'autre jour, sans regret. Bon, dis-je avec un sourire, enfin matiné de... Bon, donc je ne qualifie pas l'action européenne ou l'action de la France, simplement pour ne pas me défiler. On peut faire des critiques, bien sûr, c'est insuffisant, il peut y avoir des difficultés budgétaires, exact, tout ça est vrai. Maintenant, si on compare l'action de l'Europe et de la France par rapport à d'autres pays qui ne font rien, il faut quand même être objectif. Bon. Mais quand vous additionnez tout ça, parce que vous ne pouvez pas mettre un douanier aux frontières qui empêche les gaz à effet de serre. Bon. Si on n'agit pas pour des raisons altruistes, il faut agir par égoïsme, parce que c'est nous-mêmes qui sommes au bout du fusil, si je puis dire. Je poursuivais sur la question budgétaire, puisque vous avez été
président de l'Assemblée nationale, vous avez été Premier ministre. Oui. Vous devez observer avec acuité la situation actuelle avec ce Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui a cherché à trouver une majorité sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, sans 49.3, ce qui était la grande innovation. Quel regard vous portez? Est-ce que la méthode Lecornu, pour vous, elle est la bonne? Alors, ne m'en veuillez pas, mais vraiment, je n'entre pas dans le débat politique interne. La seule chose que je dirais, c'est que c'est très difficile de gouverner aujourd'hui. Mais est-ce qu'en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, ce qui s'est passé cette semaine, vous vous dites c'est quand même la victoire de la démocratie parlementaire, c'est aussi une victoire pour l'Assemblée? C'est vrai que l'Assemblée a plus attiré l'attention qu'à d'autres moments. Bon. Mais en même temps, il faut garder à l'esprit, et je n'irai pas plus loin dans le commentaire, que ce dont il s'agit, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'Assemblée, enfin tous les acteurs, il s'agit de résoudre les problèmes. C'est quand même ça qui est l'objectif. Et j'ai cru comprendre que notre pays avait un assez lourd problème financier. Mais vous ne dites pas, là, c'est le retour du Parlement. Ils réussissent à faire des compromis. C'est quand même, le vote est quand même assez inédit. Est-ce que c'est le retour du compromis parlementaire? Je soulève mon joker. Mais c'est vrai, vous avez eu raison. Il se trouve que j'ai eu le privilège, vraiment, à la fois de diriger l'exécutif, de présider le législatif et de présider la Cour suprême. Donc, je vois ça avec un peu d'expérience. Mais mes commentaires, je les garde pour moi. Alors, on avait une autre question, parce que vous avez été également Premier ministre de François Mitterrand, premier secrétaire du PS, et on l'a vu, le PS qui a négocié, qui a obtenu des victoires, qui a fini par voter ce budget. Est-ce que c'est le retour du PS de gouvernement? Là, j'ai fait appel à un double joker. Je ne commande pas les décisions. De toutes les manières, moi, j'ai quitté, c'est tout à fait normal, j'ai quitté la vie politique active lorsque, justement, pour prendre la présidence après l'accord de Paris, pour prendre les présidences du Conseil constitutionnel. Donc, depuis, je n'appartiens à aucune formation politique. Et je ne commande pas, je lis les journaux, j'écoute la télévision. Vous regrettez aujourd'hui, dans la période actuelle, de ne plus être dans la vie politique active? Non, pas du tout. Est-ce que malgré tout... Non, ce que je regrette, et ça ne me concerne pas directement, c'est que... c'est une question compliquée, mais... l'autre jour, je vais dire les choses d'une autre manière. L'autre jour, je lisais un sondage publié dans la presse. On demandait aux Français quel était le premier mot qui leur venait à l'esprit pour qualifier la situation. Et j'ai été vraiment frappé et malheureux du mot qui venait à l'esprit. Vous vous rappelez qu'est-ce que c'était ce mot? Non, c'était lequel? La honte. Alors, c'est pas moi qui parle. Ouais. C'est pas un sentiment que vous ressentez, C'était pas la colère, même si la colère était très haut, etc. Donc ça prouve, vous savez, la responsabilité politique, normalement, c'est une responsabilité éminente. Mais là, les choses sont telles, je n'irai pas plus loin, que les politiques sont vraiment dévalorisés. Et ça, c'est un grand problème pour un pays, parce que selon que les politiques prennent les bonnes décisions ou ne les prennent pas, et ça a des conséquences sur l'avenir du pays. Les politiques, mais aussi les institutions. Et en tant qu'ancien président du Conseil constitutionnel, vous avez pu constater les attaques répétées et croissantes vis-à-vis des juges. Est-ce que vous craignez cette défiance et cette instrumentalisation, d'ailleurs, par certains partis de cette haine? Là, je vous réponds vraiment oui. La justice doit être absolument indépendante, bien sûr, mais au cœur de la démocratie, il y a la séparation des pouvoirs. Montesquieu a tout dit là-dessus. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. On parlait de la présidence américaine. Bon, je suis quand même frappé de voir que ce pays, qui est une immense puissance, vous avez une concentration des pouvoirs entre le président, d'une part, c'est-à-dire l'exécutif, la technologie, les médias, l'argent et, d'une certaine manière, des décisions de la Cour suprême. Quand vous avez tout ça ensemble, qui fait bloc, est-ce que la séparation des pouvoirs est assurée?
Ça pourrait arriver en France. Poser la question, c'est donner la réponse. Ça pourrait arriver en France. Bah, j'espère que non, non. Mais vous le craignez? Mais c'est une crainte. En tout cas, il faut respecter ce qu'est notre démocratie, contribuer à résoudre les problèmes des Français, les questions européennes, parce que, nous sommes Européens et c'est notre bouclier. Mais il y a du travail à faire et je dis en même temps, ayant l'expérience de tout cela il y a pas mal d'années, que c'est très difficile de gouverner, c'est sûr. J'avais peut-être une dernière question, et puis ça bouclera la boucle, mais demain, ce sera la date anniversaire des 10 ans de l'accord de Paris. Au final, beaucoup d'événements sont prévus dans les pays européens sur cet accord qui pourtant s'est conclu en France. En France, on a l'impression qu'il y a quand même une certaine discrétion autour de cet événement, notamment de l'Élysée ou de Matignon. Est-ce qu'il y a... Comment l'expliquer ? Écoutez, moi je ne peux pas juger tout cela. Ce qui est vrai, c'est que dans beaucoup de pays, pas seulement en Europe, mais dans le monde, il y a des célébrations des 10 ans de l'accord de Paris, parce que, je le disais en commençant notre entretien, c'est le pilier de l'action contre le réchauffement climatique, qui est quand même une menace majeure pour l'humanité. Donc tout ce qui peut être fait, non pas pour faire des choses festives, c'est pas le sujet, mais pour bien faire prendre conscience aux citoyens, aux entreprises, aux collectivités locales, que là est une clé de notre avenir, tout ça va dans le bon sens. Quant à ce qui est fait en France, il appartient aux responsables de décider ce qu'ils veulent faire. Merci Laurent Fabius, merci beaucoup d'avoir été l'invité de cet entretien pour les 10 ans de cet accord de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Julien Lahune de La Voix du Nord insulte, menace ces maires qui quittent les réseaux sociaux. C'est à la une de votre journal, on en parle dans quelques secondes dans la revue de presse.